Bonsoir à tous, lundi 29 octobre, bienvenue pour cette nouvelle semaine d'information locale sur TV 78. Tout de suite, les titres de ce journal. C'est un axe important de la vallée de Chevreuse. La route des 17 tournants reprend du service entre Dampierre et Saint-Forget. Cette portion de la départementale 91 était fermée pendant 3 mois pour cause de travaux de remise en sécurité. Elle a été inaugurée en fin de semaine dernière. Ce week-end, nous sommes repassés à l'heure d'hiver et il est probable que ce soit la dernière fois. En février, le Parlement européen s'est dit favorable à la suppression du changement d'heure. Une association basée à Marly-le-Roi, elle, se bat depuis des années pour l'arrêt de l'heure d'été double. Explication avec sa présidente qui est notre invitée. Et puis la fin d'une série noire pour plaisir en rugby et le résumé du 6e tour de Coupe de France de football. Ce qu'il faut retenir du week-end sportif dans le département, c'est dans cette édition. Après 3 mois de fermeture, la côte des 17 tournants est donc remise en service. Le conseil départemental et le maire de Saint-Forget ont inauguré cette section rénovée de la route départementale 91 vendredi dernier. Le reportage de Marie-Lénia Pichino. La route des 17 tournants qui part de Dampierre pour allier Saint-Forget est à nouveau accessible. Fermée totalement à la circulation depuis le 23 juillet, elle a fait peau neuve pendant 3 mois. Ça a changé complètement les habitudes des gens. Ça leur est obligé de faire des détours, de prendre des précautions, de prendre du temps pour les enfants à l'école, pour plein de choses. Donc effectivement, c'est des travaux très importants pour une commune comme Saint-Forget. Un effondrement du talus il y a 2 ans, ajouté à un affaissement en rive de chaussée dans la côte des 17 tournants, ont rendu indispensables les travaux. Le département a injecté 400 000 € pour permettre à la commune de Saint-Forget d'accueillir les 5 000 véhicules par jour qui empruntent cet axe. C'est un chantier qu'une commune seule, la petite commune de Saint-Forget, c'est un peu plus de 500 habitants, n'aurait jamais pu financer, n'aurait jamais eu l'ingénierie suffisante pour réaliser ce chantier. Donc ils avaient besoin du département. 2 entreprises de groupe Vinci ont collaboré pour assurer une consolidation de la chaussée à l'aide de pieux forés. Il y a eu 3 phases. Une première phase pour faire des petits travaux préparatoires avant l'intervention de l'entreprise BOT qui a réalisé les pieux. Et une fois qu'ils ont réalisé les pieux, nous on est revenus pour faire tout le terrassement de la chaussée. Une route toute neuve est désormais prête à accueillir les automobilistes qui pourront au passage observer une décoration surprise. Dans la nuit de samedi à dimanche, nous sommes repassés à l'heure d'hiver et ce pourrait bien être la dernière fois. En février dernier, à une grande majorité, le Parlement européen a demandé à la Commission européenne de lancer une évaluation complète avec l'objectif d'en finir avec le système actuel. 3 millions de citoyens européens se sont d'ailleurs déclarés en faveur de la fin du changement d'heure, dont lors d'une consultation citoyenne qui a été lancée donc cet été. Bonsoir Laetitia Moreau-Gabarin. Bonsoir. Vous faites partie de ces citoyens, vous êtes la présidente de l'association contre l'heure d'été double, l'ACHED, qui est basée à Marly-le-Roi. Première question, pourquoi, selon vous, faut-il mettre fin à l'heure d'été pourquoi est-elle néfaste, cette heure d'été ? Alors, quand on parle d'heure d'été, on parle de changement d'heure, mais il y a aussi l'aspect l'avancement de l'heure par rapport au soleil. Et en France, en Espagne, au Benelux, on est 2 heures en avance sur l'heure de notre fuseau. Et ceci est donc le changement. On sait, tout le monde voit que ça peut être problématique. Ça s'appelle une chronorupture. Ça change nos habitudes. Mais le décalage aussi est un problème. 2 heures, c'est très dur pour notre organisme et d'autres aspects. Donc voilà. Donc par rapport à ce décalage, notre association, elle est contre l'heure d'été double. L'heure d'été double, on l'a compris, c'est par rapport au méridien de Greenwich, le méridien 0. Il y a un décalage de 2 heures, c'est ça, en été, par rapport à ce méridien ? Voilà, nous sommes 2 heures en avance sur l'heure de solaire à peu près, mais l'heure du fuseau. En fait, voilà, ça remonte vraiment, pour dire tout, depuis 1940, nous avons une heure d'été. En fait, puisque depuis 1940, invasion Hitler, il nous a mis à l'heure de Berlin, et depuis, on l'a jamais perdu cette heure d'avance. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on a conservé cette heure allemande, cette heure de Berlin. Voilà, depuis 1940, on est une heure d'été simple, en permanence, au moins, et on l'appelle heure d'hiver, parce qu'en 1976, on nous en a rajouté une autre.
ça a été l'heure d'été, maintenant on dit double. Donc voilà, nous, c'est une lutte, mais c'est aussi une résistance. Ça fait 78 ans qu'on a une heure d'été simple et 42 ans une heure d'été double. Et ce vote du Parlement qui s'est dit favorable largement à la fin de ce système du changement d'heure, est-ce que ça change concrètement la donne à votre combat ? Ah, tout à fait, les choses bougent et la forteresse heure d'été se fissure. Et tout le monde ne s'en rend pas tout à fait compte complètement. Il y a des sondages qui disent on préfère l'heure d'été, mais en fait, le Parlement a ouvert la voie donc d'arrêter le changement d'heure, mais aussi la Commission, elle a été sommée de faire quelque chose, elle a fait un sondage, mais aussi elle va devoir intégrer d'autres éléments comme la recommandation 1432 du Conseil de l'Europe, qui a demandé en 2001 d'arrêter l'heure d'été. Voilà, donc il va falloir arrêter l'heure d'été. Ça fait 42 ans qu'on nous dit que c'est super. Pas du tout. Et c'est une raison. On le combat. C'est pas qu'on n'aime pas. C'est rationnel. Pour nous, il y a la science, il y a les économies, il y a la loi. C'est mauvais pour le climat. C'est mauvais pour les économies d'énergie. Il y en a pas. En fait, il y a du gaspillage. On nous a, disons, il y a eu pas mal de mensonges depuis 1976. Et la pollution augmente avec l'heure d'été. On sait que notre santé physique et intellectuelle aussi est affectée, notre bien-être. Et donc, arrêter l'heure d'été, arrêter le changement, mais aussi choisir la bonne heure, ça va être rester 1 heure de décalage. Et donc cette décision devra être prise, en tout cas, par les différents pays de l'Union européenne qui choisiront finalement entre cette heure d'été ou rester à l'heure d'hiver. Une dernière question, parce qu'on arrive déjà à la fin de cet entretien. On l'a compris, le combat n'est pas encore terminé. Ce combat, il avait d'ailleurs été entamé par votre mère, Éléonore Gabarin, qui nous a quittés cet été. C'était important pour vous de continuer son combat. On l'avait reçu à de nombreuses reprises sur TV78. Oui, continuer son combat, celui des adhérents. Avant elle, il y avait le professeur Sandler, un pédiatre qui avait commencé l'association. Ce sont des résistants et on n'est pas loin de la victoire. Faut juste qu'on choisisse la bonne heure. Mais la loi, la science, la raison est avec nous et nous avons... peut-être même l'année prochaine, donc en mars, il est possible qu'on ne passe pas à l'heure d'été, comme le Portugal en 96. On peut ne pas changer. Le gouvernement français peut le faire. Et la décision sera prise dans les prochains mois. Pour toute l'actualité, en tout cas, sur votre association, on arrive déjà à la fin de cet entretien. Il y a le site internet qui s'affiche. On peut suivre votre combat. Et aussi le livre de ma mère de 2015. Il a plein d'informations super intéressantes pour tout comprendre de tous les aspects de l'heure d'été et de l'histoire, comment ça s'est fait. L'erreur de l'heure d'été. Merci Laetitia Moreau-Gabarin d'avoir été avec nous. Et je rappelle que vous êtes la présidente de l'association contre l'heure d'été double. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Tout de suite, direction la vallée de Chevreuse. Pour notre focus hebdomadaire, nous nous rendons à l'espace Rambouillet. Le parc animalier abrite un centre de soins des rapaces exclusivement dédié à leur sauvetage. Il recueille les oiseaux de proie, blessés et leur vient en aide. Un reportage de Jules Colly. C'est au cœur de l'espace Rambouillet que se trouve le centre de soins des rapaces, où chaque année, près de 200 oiseaux de proie sont recueillis et soignés. Des interventions qui peuvent débuter par l'action de chacun d'entre nous. Donc nous recueillons des animaux qui ont souvent été découverts en difficulté très fréquemment au bord de la route parce qu'ils ont été percutés par des véhicules. Également des jeunes oiseaux dont les nids ont été détruits lors de travaux, même d'événements climatiques, des tempêtes, des orages, etc. Et le but est de les retaper jusqu'à ce que nous puissions les remettre dans la nature. En fait. De la chouette au busard, en passant par le faucon cresserelle, mais également le rare aigle botté, le centre se doit d'accueillir correctement ces rapaces. Et c'est avec la collaboration du PNR de la vallée de Chevreuse que sont actuellement effectuées des opérations de rénovation. Alors nos volières, nos installations en général ont plus de 20 ans maintenant et c'est vrai que la plupart des filets ont été déjà réparés à moult reprises. On est quand même sous la pression de tous les petits prédateurs naturels qui habitent ici, qui étaient là avant nous, mais je leur souhaite vraiment d'être là après nous. Donc il est hors de question de leur faire du mal.
Mais nous devons avoir des volières étanches, voilà, pour protéger nos patients. Avec l'encadrement scientifique de l'UFCS, Union française des centres de sauvegarde de la faune sauvage, le centre se doit de préparer les oiseaux pour leur retour à la nature, aussi bien psychologiquement que physiquement. Pour l'aptitude au vol, il faut du muscle. Donc on a des volières de 20 à 25 mètres de long. On essaie de les faire voler le plus possible là-dedans pour qu'ils aient la pêche, quoi, en fait. Un herbivore, il a juste à se pencher, il trouve à manger. Son problème, c'est plutôt de survivre face à un prédateur. Un prédateur, lui, c'est tout le contraire. Il passe sa vie à avoir faim et à chercher à s'alimenter, à survivre. Ça, c'est important de ne relâcher que des animaux qui ont ce tempérament-là, un tempérament naturel et sauvage, normal, en fait. Là, nos sauvageons, au centre de soins, eux, c'est vrai qu'on voit bien qu'ils sont attirés par le grand large, quoi. Globalement, on leur donne surtout du temps, parce que manifestement ils en ont manqué, quoi. La plupart des blessures qu'on soigne sont des blessures relativement légères, mais qui les auraient empêchés de trouver à manger, ils seraient morts de faim. On les remet en forme, on leur remet du muscle, ils sont au top, et oui, hop, on ouvre la porte, voilà. On ouvre la cage aux oiseaux et c'est sympa. C'est là qu'on se fait plaisir. Et si on peut être utile à la nature, tant mieux. Être utile à la nature en sauvegardant la faune sauvage, une mission collective effectuée par les bénévoles du centre. Il est de retour dans ce journal pour sa chronique sport du lundi, Mickaël Elmidoro. Bonsoir. Bonsoir, je tenais à vous remercier. Vous m'avez remplacé la semaine dernière brillamment. Je tenais à vous remercier. Oui, j'ai tenté de le faire de la meilleure des manières. Alors, pendant les vacances scolaires, il y a quand même du sport, Mickaël, dans les Yvelines. On va commencer cette chronique avec du rugby ce week-end. Du rugby, effectivement. On jouait ce week-end dans le championnat de Fédéral 2. Il aura fallu attendre la 7e journée pour voir le rugby club de Plaisir remporter sa première victoire de la saison. Les Plaisirois se sont imposés 28-8 face au Paris Université Club. On écoute la réaction du capitaine François Levillain au micro de Manon Varaldo. On sait qu'il nous faut absolument une victoire, il nous la fallait absolument et je crois que tout le monde avait à cœur de bien faire les choses et défensivement on a su les agresser et voilà quoi, on avait tous envie de bien faire les choses et voilà, ça s'est vu, ça s'est senti sur le terrain en tout cas. Avec cette victoire, Plaisir quitte la place de Lanterne Rouge et remonte à l'avant-dernière place du championnat à seulement un petit point du maintien. On est dans une poule qui est très compliquée. Nous, on est encore tout jeune à ce niveau-là et du coup, ça demande beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices, d'abnégation et voilà. Et tout le boulot qu'on met en place depuis le début de saison, il commence à payer et je crois que c'est ça qui fait vraiment plaisir. On progresse dans le jeu et dans l'intensité. La semaine dernière à Drancy, on doit gagner là-bas et aujourd'hui, on a réussi à garder le même niveau de jeu, la même intensité. Prochain match pour Plaisir le 11 novembre sur le terrain de Chartres, le 5e du classement. On espère que ce match se passera aussi bien que le précédent pour les Plaisirois. On continue par du football, je prononce bien Mickaël. De la Coupe de France ce week-end. Le 6e tour de la Coupe de France. Les Yvelines auront 2 représentants au prochain tour de la compétition. Versailles Club de National 3 s'est imposé sur la plus petite démarche contre Nanterre qui évolue en R2. Score final 1-0. Autre qualifié Carrière Grésillon. Les Yvelinois ont remporté le derby contre Verneuil-sur-Seine à domicile. Ils s'imposent 1-0 et deviennent le petit poussé national de cette Coupe de France. C'est terminé en revanche pour Poissy qui s'incline au tir au but contre Drancy. Le prochain tour est programmé dans 3 semaines. Les Yvelinois connaîtront leur adversaire mercredi prochain. On souhaite bonne chance à nos Yvelinois. Merci Mickaël. Ces résultats, bien d'autres encore à suivre dans votre émission. Il y en a pas sur plein TV d'autres. 78. On verra ça. Le 7-8 Sport, c'est à suivre après le journal. Mais avant de refermer cette édition, c'est un grand monsieur de la télé qui nous a quittés. Philippe Gildas est décédé ce week-end à l'âge de 82 ans. Et nous avions eu le plaisir de l'accueillir à TV 78 le 30 septembre 2017 pour l'une de ses dernières apparitions télévisées. Le journaliste et animateur était venu rendre visite à l'époque à Patrice Carnouze et ses chroniqueurs dans l'émission PAF. Elle est à revoir sur notre site internet et notre application mobile. C'est la fin du 7-8 journal. Belle soirée avec TV 78.